Donc t'arrivais en plaidoirie, t'étais un surhomme, t'étais sur le toit. Là franchement, t'avais la confiance, l'appréhension partait totalement. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait l'autre jour j'étais sur ma chaîne YouTube et je me suis rendu compte que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo pour les étudiants en droit. Donc déjà désolé si j'ai pas fait trop de vidéos pour les étudiants en droit. En fait ce qu'il faut que vous sachiez c'est que voilà, j'ai pas mal d'activités, donc je suis consultant, j'anime l'incubateur du barreau de Paris, je suis conférencier, je donne des cours dans pas mal d'écoles. Et c'est vrai que voilà, sur ma chaîne YouTube du coup j'ai privilégié malheureusement ces derniers temps des projets qui étaient rémunérés. Donc des projets à destination des professionnels plutôt que des étudiants en droit. Donc déjà, désolé, mais en tout cas, sachez que dans les prochains mois, et notamment grâce à ce couvre-feu tout pourri, je vais faire beaucoup plus de vidéos pour les étudiants en droit. Je vais essayer de vous en faire à peu près une par mois. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes étudiant, à vous abonner et à me suivre. Et donc les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'école des avocats. Parce que c'est vrai que quand on se renseigne en fait sur YouTube, sur la formation d'avocat, on tombe sur beaucoup de vidéos CRFPA, enfin j'ai moi-même fait une vidéo CRFPA qui a très bien marché. Mais en fait on parle du concours, l'examen, mais pas de l'école. Par exemple moi j'ai fait mon CRFPA à Orléans et donc normalement j'aurais dû aller à Poitiers. Mais finalement je suis allé à l'école d'avocat de Versailles, pour des raisons qui sont assez évidentes, qui tiennent notamment dans le nombre de personnes au mètre carré qu'on peut trouver à Poitiers. Enfin, voilà. Après, j'ai rien contre le Poitou-Charentes, je pars tous les ans en vacances à l'île de Ré, je vais bien manger chez Christopher Coutenceau à La Rochelle, mais je ne me voyais pas passer 6 mois de cours à Poitiers. Mais respect à tous ceux qui ont fait l'école d'avocat de Poitiers, big up à vous. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le choix. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es rattaché par principe à une école d'avocat que tu peux pas choisir d'aller à une autre. Du coup, les amis, dans cette vidéo, j'ai voulu vous faire un top des meilleures écoles d'avocats. C'est que mon avis qui est personnel, c'est-à-dire qu'il y a de très bons profils qui sortent de toutes les écoles d'avocats. C'est pas parce que votre école n'est pas dans mon top qui, moi, correspond à mon analyse et mon expérience, que c'est une mauvaise école d'avocat. Et je vais aussi, bien sûr, évidemment, enrichir cette vidéo d'anecdotes personnelles que j'ai vécues à l'école d'avocat, parce que je sais qu'il y en a là qui passent le grand taux. Et donc, je me dis qu'avoir une petite idée de ce qui va se passer peut vous motiver à valider le grand taux. Donc les amis, 3e position, l'EFB, qui est l'école d'avocat de Paris, et qui correspond en fait aux IEJ de Paris, donc Assas, la Sorbonne, Descartes. C'est vrai que dans l'état d'esprit en fait collectif, beaucoup de gens se disent l'EFB, la grosse machine, il y a assez peu d'individuels, on vient ici juste pour pointer. Alors effectivement, il y a une part de vrai dans ce discours, mais l'EFB a vraiment des avantages qui lui sont propres. Mais pourquoi j'ai mis l'EFB en 3e position? En fait, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'EFB a un réseau partenarial qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que concrètement, l'EFB collabore et partenaire de beaucoup d'universités à l'étranger et partenaire de beaucoup de grandes écoles aussi, et un réseau aussi de cabinets d'avocats partenaires qui est très important. Par exemple, si tu veux faire ton PPI dans une entreprise ou un cabinet d'avocats en Inde, l'EFB aura forcément un partenaire à te proposer. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant, notamment si on aspire à une carrière qui est un peu internationale. Et ensuite, l'EFB est assez flexible, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une grosse flexibilité, que ce soit dans les choix des matières, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parcours en fonction de l'aspect. Donc déjà, globalement, tu peux un petit peu agencer certaines matières par rapport à toi, ton projet, ton orientation. Et ensuite, un parcours par rapport à l'organisation de la formation. C'est-à-dire que l'EFB, c'est l'école la plus flexible de toutes les écoles. Par exemple, si tu veux faire en parallèle une école de commerce, un LLM, si tu veux faire passer un stage ou une expérience en PPI, et ben tu peux facilement intervertir les cours, c'est-à-dire commencer par ton PPI, ensuite faire tes cours, faire ton stage final. L'EFB propose aussi de l'alternance, c'est-à-dire que tu peux être en cabinet d'avocat toute la journée, avoir ton école le soir, tu peux vraiment choisir différentes formules, et ça c'est une vraie plus-value. Ensuite les gars, deuxième point fort de l'EFB, c'est sa capacité à t'insérer dans la vie de la profession. Parce que c'est vrai qu'avocat, c'est pas simplement un métier. En fait, c'est une profession, c'est une vie de communauté, avec des syndicats, avec des associations, avec une vie de barreau. En fait, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. Et c'est vrai que pour le coup, l'EFB te propose directement de participer à ces différentes associations. Et il y a aussi la possibilité, en tant que membre élu de l'EFB, d'intégrer la commission permanente de l'UJA de Paris. Donc l'UJA, c'est le premier syndicat de jeunes avocats, l'Union des jeunes avocats. Et en étant à l'EFB, tu peux intégrer directement les bureaux de l'UJA et donc du coup te faire un réseau qui est assez important. Et enfin voilà, l'EFB a mis en place ce qu'on appelle le lab de l'EFB. Et en fait le lab, c'est cette espèce d'hub de l'innovation qui a pour but de former les avocats à tous les sujets d'avenir de la profession. Ça peut être le marketing, ça peut être la blockchain, ça peut être l'IA, ça peut être le legal design, et ça peut être la modélisation des contrats. Donc du coup, bon point à l'EFB pour le lab.
Après voilà, en termes d'ambiance, le FB c'est pas la meilleure, c'est-à-dire que vu que c'est une grosse machine, et ben il y a peut-être moins l'occasion de rencontrer les différentes personnes de ta promo. Puis c'est une école qui fait pas beaucoup travailler en fait la plaidoirie, l'expression orale, à la différence d'autres écoles d'avocats qui sont un peu plus petites. Mais en fait ça tient principalement, je dirais, à la typologie des avocats à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris quand même plus de 50% des avocats exercent en cabinet de conseil, d'affaires, et donc du coup ne mettent pas la robe, n'ont pas forcément beaucoup de plaidoirie. Donc voilà, du coup le FB c'est un petit peu, je dirais, calqué sur le mode d'exercice de la profession des avocats parisiens. Ensuite les gars, deuxième école, l'EDAC. Donc, et pas l'EDEC, très différent. L'EDEC c'est une école de commerce, l'EDAC c'est une école d'avocats. Et l'EDAC, donc Versailles, école du barreau, je crois que c'est haute école des avocats, des barreaux de la cour d'appel de Versailles, en fait qui correspond aux IEJ de Versailles, Nanterre, Pontoise et Sceaux, je crois. En fait, l'EDAC, c'est une situation qui est assez particulière parce que concrètement, c'est l'école qui est concurrente de Paris. Parce qu'en fait, voilà, parce que du coup, là, l'EDAC vit dans l'ombre de sa sœur, de sa cousine qui est parisienne et veut vraiment se différencier de l'EFB. En fait, déjà, l'EDAC a mis en place ce qu'on appelle des MAP. Et en fait, les MAP, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des modules hyper pratiques qui sont dispensés en cabinet d'avocat. Et pour le coup, j'ai trouvé ma première collaboration en cabinet d'avocat grâce à un MAP. Parce que j'ai fait le MAP audit chez EY et tout de suite ça a fité et ils sont venus me chercher directement après l'école. Et c'est aussi pour ça que les cabinets sont partenaires, c'est qu'ils viennent chercher leurs futurs collabs dans les différentes formules. Et pour le coup, le gros plus, c'est que depuis 1 an ou 2, je crois que l'école en fait est partenaire de différents Master 2. C'est-à-dire que quand tu valides l'école d'avocat, quand tu valides tes MAP, et ben tu valides aussi soit un DU, soit un Master 2. Et donc aujourd'hui quand même, on sait très bien que le marché est hyper concurrentiel, il y a beaucoup d'étudiants qui postulent un cabinet d'avocat, et malheureusement, et c'est une réalité, un des critères de sélection, que ce soit des stagiaires ou des collabs, c'est la double compétence. Et pour le coup, avoir fait 2 Master 2, notamment un dans le cadre de l'école d'avocat, et ben c'est un vrai plus que toi en tant qu'étudiant, tu pourras mettre sur ton diplôme. Et ensuite, gros point fort de l'EDAC, et quand j'y étais, c'était pas forcément un gros point fort, c'est les exercices de plaidoirie toutes les semaines en juridiction. C'est-à-dire que pour le coup, l'EDAC, c'est une école où tu plaides, c'est une école où tu mets la robe. Parce qu'à l'EDAC, 2 fois par semaine, tu vas plaider en robe et en juridiction. En fait, comment ça se passe? Déjà, l'école va t'attribuer une juridiction. Ça peut être Versailles, ça peut être Nanterre, ça peut être Pontoise, ça peut être Chartres. Et en fait, toutes les semaines, l'école va te donner un dossier de plaidoirie avec des pièces, avec les conclusions, etc. qu'il faut que tu prépares dans un temps qui est limité et ensuite que tu plaides en robe dans la juridiction, soit devant un magistrat, soit devant un avocat. Et ben en fait, c'est hyper formateur. Vraiment, c'était hyper impressionnant parce qu'il y avait des personnes qui étaient timides de base et qui ont réussi au fur et à mesure des séances, à force de répétition, de plaidoirie, à complètement se décomplexer. Et à la fin de la formation, je crois qu'on a plaidé au moins 10 ou 15 fois. Et c'est vrai que parfois, même si l'avocat va te mettre la misère, ou que t'es pas forcément prêt, et bien tu vas progresser step by step, tu vas apprendre des effets de manche, tu vas apprendre peut-être à mieux structurer ta plaidoirie. Et c'est vrai que les plaidoiries en juridiction, plus qu'un exercice, plus qu'un cours qui est obligatoire, c'est vraiment une expérience humaine qui est genre ultra sympa. Parce que c'est vrai que je me rappelle, j'avais la chance d'être avec mon groupe de potes à Chartres, et généralement on arrivait à Chartres à 17h pour l'exercice de plaidoirie qui commençait à 17h45, 18h. Et c'est vrai qu'on se posait juste en face dans un magnifique établissement qui s'appelle l'Académie de la bière, et donc globalement tu prenais 2-3 pintes avant de commencer ta plaidoirie avec le saucisson, avec le pâté, etc. Donc t'arrivais en plaidoirie, t'étais un surhomme, t'étais sur le toit. Là franchement t'avais la confiance, l'appréhension partait totalement. Et on devait placer des mots dans les plaidoiries, et je me rappelle un jour il fallait placer le mot pompe à bite. Petit journal, la chef. Donc imaginez un dossier en droit commercial, il fallait placer le mot pompe à bite. C'était folklorique. Ensuite l'EDAC, autre bon point, c'est que c'est une formation qui est aussi assez flexible. Qui n'est pas autant flexible que le FB, mais qui permet d'intervertir ton PPI et tes cours. Et pour le coup, l'EDAC, c'est une école qui a un super esprit promo. C'est-à-dire qu'on a pu partir à la Convention nationale des avocats à Bordeaux, on a pu partir au Mémorial de Caen, on a pu partir à différents événements, et il y a vraiment une solidarité, il y a une convivialité. Et c'est vrai que la Convention nationale des avocats, c'était exceptionnel. C'est-à-dire que ces 3 jours, je pense, mais tout le monde en est témoin, on n'a jamais autant bu de notre vie. C'est-à-dire qu'on se retrouvait, je crois, c'était avec plusieurs milliers d'avocats à Bordeaux, mais ça commençait genre à 9h au pastis, à 10h à la bière, à 11h au vin rouge, à midi au champagne, et à 15h, il y avait le bâtonnier de Lyon qui te servait des shots de rhum en sombrero. Allez, monte ton gros cul. Et il s'est passé beaucoup de choses. Des choses physiques, des choses
des choses violentes, mais je ne citerai pas le nom des protagonistes. Ce qui s'est passé à Bordeaux reste à Bordeaux. Mais après, l'EDAC a aussi ses défauts. C'est une école qui n'est pas hyper tech, hyper design thinking, mais qui évolue step by step. Je crois qu'à partir de janvier, ils ont signé un partenariat avec l'école 42, donc la grosse école de code. Alors, il y a vraiment une obligation de présence, et ça, c'est assez relou. C'est-à-dire que pour le coup, à chaque cours, tu vas signer, et 2 fois par an, le directeur se ramène en classe et fait l'appel. C'est-à-dire que pour le coup, comme un enfant. Donc là, tu te sens infantilisé, enfin, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Puis surtout, les cours de déontologie sont hyper rétrogrades. C'est-à-dire qu'on apprend la déontologie comme au temps passé, comme au temps des Romains. Concrètement, on te dit, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, mais on te dit pas ce que t'as le droit, on te parle pas de la loi Macron, on te parle pas de l'activité accessoire, on te parle pas des nouvelles possibilités offertes par la déontologie et par les différents ordres, et ça c'est quelque chose qui est vraiment décevant, et du coup je pense que ça contribue à créer une génération d'avocats qui est un peu fermée d'esprit sur ces différents sujets, et qui n'est même pas conscient de ces possibilités aujourd'hui. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire à l'école pour améliorer les cours de déontologie. Et les amis, maintenant, la première place du classement est attribuée à l'école d'avocats de Strasbourg, qui correspond en fait aux IEJ de Strasbourg, du coup, Metz, Nancy, mais aussi, je crois, d'autres IEJ, dont je ne me souviens plus totalement le nom. Déjà, on ne peut pas citer l'école d'avocats de Strasbourg sans citer sa directrice, parce qu'en fait, les deux vont de pair. C'est-à-dire qu'on assimile vraiment l'école à sa directrice, et donc je demande, mes amis, un tonnerre d'applaudissements pour la directrice de l'école d'avocats de Strasbourg, Enke Kebele. Enke, c'est pas une directrice, c'est la directrice. C'est une petite bonne femme, mais qui est hyper présente pour ses étudiants, c'est-à-dire qu'elle connaît chaque étudiant par leur prénom, leur numéro de téléphone, elle les appelle, elle les aide à trouver des stages, elle les aide à s'orienter. C'est une directrice qui est hyper engagée vers l'extérieur, c'est-à-dire que sur tous les sujets d'innovation juridique, elle est précurseur, c'est-à-dire que c'est la première à avoir cherché à intégrer tout ce qui est design thinking, tout ce qui est legal tech, tout ce qui est legal design dans le programme de l'école d'avocats Strasbourg bien avant les autres, et surtout une gentillesse qui est juste exceptionnelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va à Strasbourg pour intervenir, pour donner des cours, on est reçu mais comme des rois. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'école a bâti intégralement son programme autour de l'innovation, de la stratégie et je dirais de l'avenir même de la profession, avec des cours pour apprendre à lancer son cabinet, c'est-à-dire faire un business plan, définir sa stratégie marketing, sa stratégie d'acquisition client, comment analyser et intégrer les outils technologiques pour être plus efficace dans sa pratique professionnelle, des modules sur le design thinking, donc réussir à hiérarchiser ses idées et aussi à communiquer plus efficacement avec ses clients, et puis vraiment une déontologie qui est appliquée au business. C'est-à-dire que je vous disais que l'école d'avocats de Versailles, il y avait une déontologie qui était hyper rétrograde et hyper old school. En fait, à l'école d'avocats de Strasbourg, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on nous apprend une déontologie qui est dans l'air du temps, et une déontologie qui n'est pas là pour te contraindre, mais pour t'apporter des choses et t'aider à faire du business. Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Après voilà, comme toutes les écoles, il y a des pistes d'amélioration. Voilà, déjà l'école n'est pas hyper flexible. C'est-à-dire qu'étant donné que c'est des petites promos, c'est des moins gros volumes qu'à Versailles ou à Paris, donc il n'y a vraiment qu'un seul schéma de formation, qui est cours, PPI, stage final. Et aussi Strasbourg, c'est loin, c'est très loin. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle école d'avocat vous avez faite, qu'est-ce que vous en avez pensé. Aussi me dire si vous êtes d'accord ou pas avec mon classement, peut-être que vous avez une vision qui est très différente et je le comprendrai totalement. Et surtout, je le redis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer. Allez, ciao!